Pas de diapositive, mais on pourra éventuellement, et j'ai pris le rôle qu'on m'a donné, donc d'essayer d'argumenter sur ce qui vient d'être exposé par François Essinger. Donc effectivement, je suis médecin hématologue, je travaille au pôle de santé, de recherche clinique de l'INSERM. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et j'ai peut-être le même conflit d'intérêt que François, en ayant été effectivement médecin investigatrice pendant une vingtaine d'années. Mais ce sera aussi tempéré par le fait que dans mes activités plus récentes, j'ai animé un observatoire des attentes des patients, avec évidemment comme objectif d'être extrêmement à l'écoute des attentes des patients et non pas de la satisfaction des patients dans une vie professionnelle antérieure à la Fédération des centres de lutte contre le cancer, et que je suis également membre du GRAM de l'INSERM, là aussi à l'écoute des associations de patients. Et je pense que c'est une approche aussi évidemment qui permet d'essayer de contrebalancer les positions, enfin d'essayer de voir avec les yeux aussi des patients ce que l'avantage que pourrait constituer effectivement le fait de pouvoir recruter davantage de patients avec une implication plus importante des patients. Alors ce que je voudrais aussi indiquer justement sur cet aspect de la volonté des patients, c'est qu'un certain nombre d'enquêtes le prouvent, et notamment des études qui avaient été faites à Marseille il y a plusieurs années, que le bienfait de la recherche clinique, d'une part, les patients sont très demandeurs d'intégrer des essais de recherche clinique, pas uniquement pour un bénéfice direct, mais également pour l'aspect de participation à la recherche scientifique, au progrès de la recherche scientifique, il ne faut pas jamais l'oublier, et également de plus en plus sensibles à la qualité des soins qui sont délivrés dans le cadre d'un protocole de recherche clinique. Le nombre de patients qui vous disent tant que j'étais dans l'essai clinique, j'ai été très bien suivie, il y avait des infirmières dédiées à la recherche clinique, il y avait l'assistante de recherche clinique qui me posait des questions, éventuellement qui me téléphonait et qui suivait mon traitement. Le médecin me voyait de façon extrêmement régulière, parce qu'évidemment les fenêtres de visite sont tout à fait codifiées. Et à partir du moment où l'étude a été terminée, eh ben, j'ai été lâchée dans la nature et j'avais un rendez-vous dans 3 mois et plus personne ne s'occupait de moi. Donc il y a vraiment une qualité des soins attachée à la recherche clinique qui est très importante et sur lequel il faut aussi réfléchir peut-être pour qu'elle soit transposée dans les soins en dehors de la recherche clinique, mais ça nous entraînerait plus loin. Donc là, je pense qu'il faut quand même avoir ça dans l'esprit pour cette volonté des patients de participer à la recherche clinique. Une autre chose aussi que j'aurais voulu dire autour de la deuxième ou troisième diapositive de François, sur le caractère crucial de l'inclusion des patients, et là ce sera l'aspect de ma casquette promotion, c'est le fait qu'on se doit en tant que promoteur, pour ma part de promoteur académique, d'être le garant de la qualité de la recherche et de l'intégrité de la recherche. Et pour ça, il faut pouvoir être sûr qu'il y aura le nombre de patients suffisant dans une étude. Et c'est vrai que c'est quelque chose par respect pour les patients qui ont déjà été inclus. C'est vrai pour les volontaires sains également, mais pour les patients. Une étude qui n'est pas terminée par manque d'inclusion, c'est grave, évidemment, parce qu'on ne peut pas répondre à la question, mais c'est aussi grave moralement, dans le sens le plus élevé du terme, vis-à-vis des participants qui ont participé, entre guillemets, pour rien, et à qui on ne pourra pas donner la réponse à laquelle on s'était engagé. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'effectivement, l'enjeu de participation est crucial, comme l'a dit François, pour d'autres raisons également. Alors, pour en venir au point un peu plus spécifique qui est l'implication et la possibilité de recrutement des patients via les réseaux sociaux, via les nouveaux médias pour être plus rapide. Et la diapositive de François qui montrait donc la diminution, alors je ne reviens pas sur ce qui montrait la diminution de tout ce qui était la phase
avant l'inclusion. Je ne reviens pas sur effectivement le fait qu'au moment de la phase d'inclusion, l'information du patient et le recueil du consentement sont en France garantis par la loi. Ils ont été réaffirmés dans la loi Jardé avec des modalités un petit peu différentes selon la catégorie de recherche. Là, on est vraiment autour de la recherche autour du médicament, donc dans des catégories 1, où je rappelle que le consentement doit être informé et le recueil du consentement doit être écrit. Mais même pour les recherches de catégorie 2 et 3, on se doit d'avoir une information éclairée, un recueil du consentement qui n'est pas forcément écrit, mais qui doit être express, ou une non-opposition. Et comme l'a rappelé François, un certain nombre de CPP, et j'espère qu'il y en a le maximum, mais ce n'est pas le cas pour tous, sont extrêmement attentifs au fait que l'information, même s'il n'y a pas un recueil d'un consentement écrit, doit être bien encadrée et on doit s'assurer qu'elle est délivrée dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, il faut évidemment y veiller. Alors pour la partie donc effectivement qui est actuellement en évolution avec un risque de diminution du rôle de l'investigateur dans les fonctions, dans son rôle de repérage, de préinformation et d'orientation vers les protocoles. Donc effectivement c'est un risque, cette façon de recruter les patients par des réseaux sociaux. Mais il y a aussi un petit côté positif, je joue mon rôle de discutante, qui est de passer outre le fait que quelquefois un médecin peut ne pas proposer le protocole à un de ses patients ou aller un peu plus loin que sa file de patients actifs, pour des tas de raisons qui sont très souvent subjectives. Le fait de ne pas d'avoir sauté une consultation parce qu'on est à un congrès, le fait d'avoir pas de disponibilité ce jour-là, ou que l'ARC qui va donner expliquer le consentement derrière est absente, le fait encore peut-être moins avouable, mais qui existe aussi, de pas proposer à tel malade en se disant « Ah, mais peut-être il ne va pas le suivre », ou pour des raisons qui sont quelquefois, encore une fois, je reconnais, pas très avouables, mais de la subjectivité et qui sont connues et qui font que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les résultats des essais cliniques ne sont pas exactement ceux de la vie réelle, parce que, inconsciemment ou pas, les investigateurs, on essaye de le faire le moins possible, mais il y a une petite sélection subjective des patients qui sont qu'on a inclus dans les essais, et ça peut être quand même outrepassé par un recueil plus large. Donc par contre, effectivement, le risque d'avoir des patients qui s'orientent directement vers des protocoles sans passer par la case de l'information par les patients. Il y a des risques d'être adressés sur des protocoles qui ne soient pas, pour lesquels on n'a pas tout à fait les bonnes informations, avec un risque de concurrence, d'avoir pas exactement le bon protocole adapté, et pas celui qui aurait effectivement convenu, parce que le choix si effectivement vous êtes orienté par Internet sur un protocole parce que la communication est bien faite et on vous dit « Ah bah oui, c'est exactement là que vous avez le bon, vous serez… » En plus, il peut y avoir des incitations déguisées, genre on va vous donner un très joli petit carnet de petits livrets pour être suivi, et vous serez suivi 3 fois par semaine, alors que l'autre, le carnet sera beaucoup moins joli et que 2 fois par semaine, et que sur les critères scientifiques passent derrière. C'est un risque, je pense que c'est un risque qu'il faut garder, d'autant que les patients, eux, n'ont pas accès. Alors, il y a peut-être aux États-Unis le site du NIH, j'y suis pas, ou du NCI, je ne sais pas ce que vous avez dit, j'y suis pas allée, mais par exemple, les sites de Clinical Trial ou même les sites français de la NSM ou de l'INCA, sur lesquels sont censés être, enfin sont d'ailleurs, répertorier tous les essais cliniques qui sont disponibles dans le monde, qui est un peu une traduction pour l'INCA dans le domaine du cancer, mais pour la NSM dans tous les domaines du répertoire clinicaltrial.gouv, sont absolument pas friendly. Même pour un médecin investigateur, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais pour un patient, on ne peut pas imaginer que… Alors, il y a des patients qui le font, mais
c'est quand même très compliqué d'aller chercher sur ces répertoires le meilleur protocole. Donc on peut imaginer effectivement que des incitations beaucoup plus soft, comme on dirait, enfin beaucoup plus friendly, pourraient détourner les patients et les faire entrer dans des protocoles avec des arguments pas toujours scientifiques. Voilà. L'autre dernier point que je voulais souligner, c'est qu'il faut aussi essayer de penser à qui profite cette façon d'organiser de vouloir recruter le maximum de patients. Donc vous l'avez un peu souligné, François. Mais il peut y avoir des côtés néfastes, mais il y a aussi des côtés bénéfiques. J'en veux pour preuve des communautés de patients organisées de façon très vertueuse, dont une que vous connaissez sans doute qui s'appelle Sentinelle, qui est une communauté de patientes atteintes de maladies, de cancer du sein et de leurs proches, qui a été mis en place par un chercheur de Curie pour le nommer, et par une fille qui était issue du milieu de la communication. Et l'idée est de faire donc un vivier de patientes et de proches qui soit accessible aux chercheurs, avec évidemment des garanties et un conseil scientifique qui valide les propositions d'études. Et une fois que l'étude est validée, le chercheur peut proposer sur Internet l'étude, et puis les gens, femmes ou hommes, qui sont intéressés pour participer à cette étude le font. Ça, c'est un modèle très vertueux, mais c'est un modèle qui tient pas tellement bien la route économiquement, quoi. Il faut aussi... Et donc, on peut comprendre que ça va être difficile à être sustainable, comme on dit. Voilà. Donc bon, pour finir et pour terminer, je pense, comme l'a dit François aussi, que ce qui est les garde-fous qu'on peut mettre en place tiennent à la formation et à l'information du public. Sur des sujets, c'est pas simple de faire la formation et l'information du public sur des sujets de recherche clinique. C'est difficile en santé, mais en recherche clinique. Néanmoins, via les associations de malades, alors les professionnels de santé, c'est peut-être un peu leur mettre encore un peu plus sur les épaules. Ils en ont déjà beaucoup, mais au moins par les associations de malades peuvent être de bons relais. Et pour conclure là-dessus, on peut aussi se rappeler que les évolutions de la recherche clinique font que les nouveaux designs d'essais cliniques vont peut-être être aussi moins gourmands, pardonnez-moi l'expression, en patients. C'est-à-dire que l'utilisation des bases de données existantes, que ce soit les bases de données issues du soin ou les bases de données issues de la recherche clinique, vont permettre des essais avec des nouveaux designs de stratification de patients, avec des nouveaux modèles qui vont permettre de faire des essais plus personnalisés, nécessitant moins, je ne suis pas méthodologique, moins de patients, et donc réduisant aussi la nécessité d'inclusion des patients. Ce sera une partie, mais c'est aussi une des voies à avoir en tête. Voilà, je vous remercie.